Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce vendredi 4 octobre 2024, dont voici les titres. La détention illégale d'armes ne cesse de faire des victimes dans le pays. Ce jeudi, 2 enfants sont morts et 2 autres grièvement blessés suite à une grenade qui a explosé au chef-lieu de la commune Mutambu en province de Bujumbura. Après presque un mois de sa disparition forcée, les proches de Mélance Ndaïzeye, le chef collinaire en commune Gihanga, continuent de demander aux autorités habilitées de le retrouver. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi de certains noms des commerçants qui sont officieusement autorisés à vendre les boissons prohibées dans le pays et pourquoi ils ne sont jamais inquiétés. Dans quelques secondes, le développement de ce journal. Débutons ce journal par la page sécurité. 2 enfants sont morts et 2 autres grièvement blessés ce jeudi matin quand une grenade avec laquelle ils étaient en train de jouer a explosé. Les faits se sont passés au chef-lieu de la commune Mutambu en province de Bujumbura. Il y a à peine un mois, 2 autres enfants, cette fois-ci de la zone Marambia en commune Mutimbudzi de la même province, avaient également été grièvement blessés par une grenade qu'ils avaient pris pour un jouet. Emmanuel Ndaïchimié pour plus de détails. L'émotion était grande le matin de ce vendredi sur la colline Gonzi, au chef-lieu de la commune Mutambu, de la province Bujumbura. C'était, selon nos sources, le jour de l'enterrement de 2 enfants morts ce jeudi, de suite de blessures causées par l'explosion d'une grenade. Le matin de jeudi, ils étaient au nombre de 4 enfants et avaient ramassé une grenade dans l'une des salles de la commune Mutambu. Une salle qui, dans le temps, a servi de stock mais abandonné depuis un bon bout de temps selon nos sources, mais aussi selon la police. Ce sont les plus jeunes des enfants qui ont succombé de leurs blessures une fois au centre de santé de la paroisse Karinzi. Les 2 morts avaient tous 4 ans et les blessés avaient l'une 9 ans et l'autre 10 ans. La grenade a explosé quand les 4 garçons tentaient de la casser à l'aide d'une pierre. Il y a exactement 27 jours, un incident semblable a été reporté sur la 3e transversale en zone Maramza de la commune Mutimbuzi. 2 enfants ont été blessés. Ces enfants manipulaient une grenade qu'ils ont trouvée dans la maison du responsable zonal de la milice Imbonerakure, Emmanuel Nibitanga, surnommé Maniga. Un des enfants blessés était d'Emmanuel Nibitanga et l'autre celui de l'un des voisins de la famille. Merci Emmanuel Ndaïchimié. En page politique, le Burundi n'a jamais connu la cohésion sociale à la veille des élections, comme c'est le cas aujourd'hui. Propos du président de la République lors de sa rencontre ce jeudi avec les représentants des partis politiques agréés au Burundi. Lors de cette séance qui s'est tenue dans les enceintes de la présidence Nale House à Bujumbura, le président Evariste Ndaïchimié a comparé les acteurs politiques actuels aux joueurs des équipes adverses dans une compétition. Ils sont caractérisés par un fair play, a-t-il déclaré. Je vous propose plutôt d'écouter le président Evariste Ndaïchimié. Dans les années antérieures, à la veille des élections au Burundi, il y avait une tension. Mais aujourd'hui, très peu de mois nous séparent de la période électorale. Mais tout est calme. Des gens vaquent normalement à leurs activités. Ceci est un signe que les acteurs politiques avaient compris que c'est l'intérêt du pays qui prime. Mais la population a compris également. C'est un signe donc que les Burundais avons politiquement mûri. Ainsi donc, ce qui me rend content, c'est le fait que les acteurs politiques
se comportent actuellement tels des adversaires sportifs. Ils savent qu'ils sont des adversaires, mais pas des ennemis. C'est une importante mutation. Si l'on retourne en arrière, on trouverait qu'il y avait même des gens qui formaient des partis politiques parce qu'ils étaient convaincus que c'était la voie de se créer des richesses. Et s'ils ne parvenaient pas à atteindre leur objectif, ils optaient pour la création du chaos. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et nous devons nous en féliciter. C'était le président Évariste Ndayishimiye. Après une courte pause, nous poursuivons cette édition avec la page Droits de l'homme. En page Droits de l'homme, Mélance Ndayizeye, chef de la colline Kagwema 1, située en commune de Gihanga de la province de Bubanza, est toujours introuvable après presque un mois de sa disparition forcée. Différentes sources ont déclaré que derrière l'enlèvement de cet administratif, à la base, se trouvaient des agents de la documentation qui collaboraient avec certains responsables du parti CNDD-FDD en commune de Gihanga. Les proches de Mélance Ndayizeye continuent de solliciter l'intervention de différentes institutions pour qu'il soit retrouvé. Éloge divin de Mécha. Depuis le 9 septembre jusqu'à présent, personne n'a revu Mélance Ndayizeye. Cet individu nommé Mélance Ndayizeye, qui reste introuvable depuis presque un mois, est le chef collinaire d'Okagwema 1, situé en commune d'Ogihanga. L'enlèvement de cet administratif à la base, qui est également membre du parti CNDD-FDD, a eu lieu au moment où il est rentré du bureau communal d'Ogihanga, où il s'était rendu pour y déposer un rapport. Après avoir déposé le rapport, il a eu un appel téléphonique des individus qui lui ont demandé de les rejoindre afin de leur signer des documents. Les faits se sont déroulés au niveau de la 5e avenue d'Ogihanga. Après presque un mois sans qu'aucune nouvelle de lui ne filtre, un nouveau chef collinaire d'Okagwema 1 a été récemment présenté à la population. Un fait qui a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les habitants d'Okagwema 1 quant à la sécurité de Mélance Ndayizeye. Le nouveau chef collinaire a été présenté au début de cette semaine. Lundi dernier, en date du 30 septembre, le chef de la zone Gihanga est venu présenter à la population d'Okagwema 1 un nouveau chef collinaire du nom de Bigiriman Etienne. Le chef de zone a dit que les enquêtes sont toujours en cours sur le cas de Mélance et il est parti par après. Mélance Ndayizeye venait de passer presque 2 ans à la tête de la colline Kagwema. Différentes sources de la RPA ont indiqué que son enlèvement aurait été commandité par le nommé Olivier Nahimana, responsable du parti CNDD-FDD en commune d'Ogihanga. Ce dernier a été motivé par la volonté de placer son frère, connu sous le nom de Jean Ndayizeye, et également membre du conseil collinaire d'Okagwema, à la tête de cette colline, ont affirmé les mêmes sources. À côté d'Olivier Nahimana, des sources ont aussi parlé des agents de la documentation qui étaient aperçus en faisant des allers-retours à Kagwema en compagnie d'un certain Dike connu dans des cas d'enlèvement. D'autres enquêtes menées par l'organisation qui milite pour le respect des droits de l'homme Focodé en sigle ont démontré que des individus dont Mélance Ndayizeye a rejoint et qui ont procédé à son enlèvement par la suite lui avaient appelé sur téléphone avec comme numéro le 69 071 564. Ce numéro est enregistré selon toujours le Focodé au nommé Jean-Claude Ngendahayo, agent du service national de renseignement en commune d'Omutimboudi. Avec des craintes mélangées aux inquiétudes, les proches de Mélance Ndayizeye, dont nous sommes entretenus, continuent de solliciter l'intervention de différentes institutions pour retrouver cet administratif. La rédaction de la RPA a téléphoné Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Gihanga, mais il s'est abstenu de tout commentaire. Nous avons également cherché à joindre par téléphone Sixte Vignini Moulaba, président de la Commission nationale indépendante des droits humains au Burundi, mais sans succès. Merci Éloge divin Remecha. Le décès du détenu Joseph Nziga Massabo ne devrait pas être perçu comme un simple incident pour l'ignorer. Par contre, toute personne qui, de près ou de loin, n'a fait qu'assister au lieu de lui venir en aide, devrait répondre de son inaction devant la justice. Par ailleurs, tout détenu malade est en droit de recevoir des soins médicaux appropriés et de voir un spécialiste s'il le faut.
selon la loi révisée portant régime pénitentiaire au Burundi. Les détails avec le vice Nyonzima. Le directeur de la prison centrale de Bubanza est celui qui est le premier responsable de la mort du détenu Joseph Nziga Masabo. C'est du moins le point de vue du personnel de santé de la prison de Bubanza sur le cas de décès par négligence du détenu en question. Selon ce personnel, pour que le détenu puisse aller se faire soigner à l'extérieur de la prison, ça passe par une voie habituelle. L'infirmier traitant transfère par écrit le détenu malade et ce document passe par les mains du chef du service social pour approbation et finit dans les mains du directeur de la prison qui est le dernier qui doit apposer sa signature. Selon notre source, si le directeur ne signe pas ce transfert, le détenu ne peut en aucun cas sortir de la prison. Ce refus de signer l'autorisation de sortie par le directeur de prison à maintes reprises a conduit à la détérioration de la santé puis à la mort du détenu Nziga Masabo Joseph. Cela étant, la loi numéro 1/24 du 14 décembre 2017 portant révision du régime pénitentiaire oblige cette autorité à veiller à la santé du détenu malade dans son article 33 paragraphe 3 qui stipule que sur le rapport du médecin ou du responsable de l'institution médicale de l'établissement pénitentiaire, le détenu malade a le droit d'être transféré auprès d'une institution médicale pour soins spécialisés non disponible à la prison. Quant à l'article 61 de la même loi, ce dernier stipule que tout responsable, tout agent de surveillance ou de sécurité coupable d'actes de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant fait l'objet de poursuites disciplinaires et pénales. La famille de Joseph Nziga Masabo demande que les enquêtes soient entamées et menées à bien pour que les responsables soient punis conformément à la loi. Merci à toi Clovis Nyonzima. En parlant toujours de la violation des droits des détenus, la vie des détenus de la prison centrale de Mimba qui dorment à l'extérieur continue à se détériorer pendant cette saison pluvieuse. Lorsque la pluie tombe pendant la nuit, ces prisonniers sans abri se regroupent momentanément dans les corridors. Lorsque les précipitations cessent, ils mettent des sachets sur le sol pour ne pas dormir dans l'eau boueuse. Par conséquent, certains détenus ont déjà attrapé la pneumonie. Les détails avec Inosa Valentin Singirangabo. Le calvaire de plus de 300 détenus qui dorment en pleine cour dans la prison centrale de Mimba a bien commencé dans la nuit de ce mercredi de 20h à 22h lorsqu'ils ont passé les 2 heures sous la pluie. Comme ils n'arrivent plus à trouver même un petit espace pour s'allonger avec les autres, ils se sont coincés dans les corridors pour attendre la fin des précipitations. Ces détenus ont profité la fin de la pluie pour ranger des sachets sur le terrain pour ne pas dormir dans l'eau boueuse. Certains détenus ont déjà attrapé la pneumonie selon ce témoignage. Nous remarquons aujourd'hui des nuages de pluie dans le ciel. Il y a plus de 300 détenus qui passent la nuit entière en pleine cour et d'autres dorment à côté de la mosquée des musulmans. Quand la pluie tombe, tout le monde dégage les affaires et fuit vers les corridors. Malheureusement, ils ne peuvent pas trouver de l'espace car dans les corridors, il y a plus de 500 détenus qui passent la nuit là-bas. Certains détenus, parmi ceux qui dorment en pleine cour, ont déjà attrapé la pneumonie. La prison centrale de Mimba, érigée en 1959 sous la colonisation belge, est conçue pour accueillir 800 prisonniers, compte actuellement plus de 5000 détenus. Cette surpopulation carcérale a fait que des centaines de détenus dorment en pleine cour et passent des nuits entières sous la pluie. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Frédéric, le nouveau directeur de la prison centrale de Mimba, mais il est resté injoignable. Merci Nossa Valentin Singirangabo. Vous pouvez aussi suivre les journaux et toutes les émissions de la RPA sur notre site web www.rpa.bi ainsi que sur les comptes de la RPA sur Facebook, YouTube et sur X. RPA. À présent, page gouvernance. Fabrice Manelakiza, qui a eu le marché de réhabilitation de l'ancien marché central de Bujumbura incendié par le régime CNDD-FDD, entretient des relations privilégiées avec le couple présidentiel. Son projet de fonds, One Africa Investment Fund, à part qu'il peut favoriser le blanchiment d'argent des autorités, rappelle l'escroquerie financière opérée par le régime CNDD-FDD à travers l'association IDC. Le point avec Inès Gakiza.
Fabrice Manirakiza a des relations privilégiées avec le président Ndayishimiye. Des sources du cercle qui entoure le président Ndayishimiye nous ont révélé que ce Burundais de nationalité australienne entretient des relations privilégiées avec le président Evariste Ndayishimiye et particulièrement avec son épouse Angeline Ndayishimiye. Une des raisons qui expliquerait pourquoi Fabrice Manirakiza est le Burundais privilégié actuellement qui reçoit des marchés sans compétition et bénéficie un grand soutien des institutions du pays dans ses business. Aujourd'hui, des nouvelles sur le fonds One Africa Investment Fund circulent un peu partout. Les données sur la situation des dépôts sont annoncées presque au quotidien. Un fonds que des observateurs avisés craignent qu'il ne soit une occasion de blanchir l'argent de certaines autorités qui ont détourné les deniers publics. Un fonds qui, pour certains, peut être aussi une petite caisse de devises et servir de solution de secours au gouvernement Ndayishimiye qui manque cruellement de devises. Pour ceux qui suivent de près le régime du parti CNDD-FDD qui accorde actuellement un soutien non voilé à Fabrice Manirakiza se rappellent de l'initiative pour le développement communautaire IDC. En 2009, les agents de cette association agréée par le ministère de l'Intérieur ont collecté dans différentes provinces du pays des milliards de francs burundais avant de disparaître. Une escroquerie qui était visiblement faite avec la bénédiction du pouvoir CNDD-FDD. Interrogé sur cette escroquerie financière, le président de l'époque, Feu Pierre Nkurunziza, a déclaré que la population spoliée n'a pas à se plaindre outre mesure car elle n'a pas été vigilante et le dossier fut sans suite. Merci Inès Gakiza. Même si les boissons prohibées sont très présentes sur tout le territoire national, seuls quelques commerçants sont officieusement autorisés à les vendre. Qui sont alors ces commerçants et pourquoi ne sont-ils jamais inquiétés? Josiane Moudaneza a suivi pour nous son reportage. Que ce soit dans les boutiques de Burengo, celles de la localité dite Kwifereme ou au marché de Kigarama, ces boissons se vendent comme des petits pains. Après enquête, la RPA a pu connaître les noms de certains propriétaires de ces boutiques des bistrots qui vendent ces boissons prohibées en province Ngozi. En commune Burengo, il y a les nommés Bahonde et Jean-Marie dit Boss. On a aussi pu identifier un certain Pirimo qui tient un bistrot dans la localité de Molemera. En province Makamba, mis à part les policiers qui revendent les boissons prohibées saisies, il y a un autre commerçant prénommé Gilbert qui trempe dans cette fraude. Membre influent du parti CNDD-FDD, ce dernier, révèle nos sources, utilise son dépôt Braroudi comme stock de ses boissons prohibées et les distribue en catimini. Nos enquêtes nous ont également mené en province Kirundo, bastion de ces boissons prohibées. Ici, notre source révèle les noms de certains grossistes qui approvisionnent les commerçants de la place en boissons prohibées, surtout celle dénommée Sapor. Il y a les prénommés Gasongo et Sadede qui font leur commerce aux alentours de la Copec Kirundo. Il y a aussi un certain Emery, petit frère de Dieudonné qui fut gouverneur de la BRB et fils d'un grand commerçant nommé Manirakiza. Le quatrième s'appelle Évariste, connu sous le sobriquet de Vari. Ce dernier a un stand au marché du chef-lieu de la commune Kirundo. Tous les quatre, selon notre source, sont propriétaires de dépôts Braroudi. Et pour continuer leur commerce frauduleux sans être inquiétés, ils ont graissé la patte au conseiller du gouverneur de la province Kirundo. La même source révèle que les pots de vin collectés ont été remis à cette autorité via un des commerçants de la place prénommé Gasongo, qui presse juste en bas de la Copec Kirundo. Ils ont approché le responsable du comité provincial chargé de lutter contre la fraude et faire respecter les prix officiels, le nommé Eric Ndoayezu. En fait, il se trouve être le chef de cabinet du gouverneur. On dit que le montant lui donné par ses commerçants est de 17 millions de francs burundais. Contacté à propos par la rédaction de la RPA, Eric Ndoayezu, chef de cabinet du gouverneur de Kirundo, s'est gardé de tout commentaire. Merci Josiane Moudaneza. Ils réclament leur salaire de 4 mois pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Il s'agit de 4 surveillants des pépinières des plants de palmiers de l'Office de l'huile de palme, érigés près de la rivière Dama, en zone Kizuka, commune et province de Rumonge.
Ces habitants disent qu'ils sont dans des difficultés dues à ce retard de paiement de leur rémunération. Le directeur administratif et financier de l'Office de l'huile de palme, OHP en sigle, se réserve de tout commentaire sur ce sujet. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Ces 4 surveillants de pépinières de plants de palmiers de l'OHP érigés près de la rivière Dama, en zone Kizuka, commune et province de Rumonge, disent ne pas comprendre pourquoi ils n'ont pas encore reçu leur paye des mois de juin, juillet, août et septembre pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ceux qui se sont confiés à la RPA parmi ces veilleurs font savoir qu'ils revendiquent une somme de 360 000 francs burundais chacun, dans la mesure où ils touchent un salaire mensuel de 90 000, c'est-à-dire 3 000 francs pour chaque jour de prestation. Ils indiquent ensuite qu'ils ont saisi les responsables de l'office de l'huile de palme, mais que ça n'a pas marché. Ces habitants ajoutent qu'ils sont pour le moment dans des difficultés dues à ce retard de paiement de leur rémunération. Ils déplorent le fait qu'ils ont été obligés de contracter des dettes pour l'achat du matériel scolaire pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils demandent ainsi d'être régularisés et ou être informés sur la cause de ce problème. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Augustin Daishimiye, directeur administratif et financier de l'OHP, mais il s'est réservé de tout commentaire. Merci Emmanuel Nyungeko. Et voilà, chers auditeurs, c'est sur ce reportage que nous clôturons le journal de ce vendredi 4 octobre 2024. Merci pour votre attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Je vous souhaite un très bon week-end à tous.